Cette semaine, on se demande depuis quand le tourisme est devenu cringe. On s'intéresse au dating locatif, un terme que j'ai inventé hier. Bravo. Et on invite notre collègue journaliste Salomé Mahari pour jaser de son reportage sur les gens qui ont une vie que je ne voudrais absolument pas avoir, les employés de salons funéraires. Bienvenue au Balado Urbania, où chaque semaine, on vous présente des histoires que vous avez peut-être pas vues passer, mais qui font réfléchir autant que ce qui fait la une. Moi, c'est Gab et je suis tellement snob que je suis jamais allée dans un tout inclus. Sans surprise. Ouais. Moi, c'est Flo, puis j'aimerais saluer tous les membres de la FADOC qui se joignent à nous aujourd'hui parce qu'on a eu un shout-out dans le devoir. Oui, merci à Marie-Hélène Gay pour la mention spéciale. Eh Ça oui, nous a on fait est sentir big shot. tellement stoked. Allez voir ça, c'est la baladose de mars. D'avril. Mais qu'est-ce qui nous fait sentir big shot, Florence? C'est qu'après ton World Tour des radios, Ah oui. aujourd'hui, on a parlé de ton reportage sur l'aide sociale à l'Assemblée nationale. Et ça, pour vrai, c'est la consécration ultime. Genre, wow! Étienne Grandmont a parlé de notre reportage sur l'aide sociale. J'en reviens pas. Il l'a utilisé dans ses arguments là, pour, en fait, qu'on mette en place plus de mesures pour venir en aide aux personnes en situation de précarité. Ça, c'est malade. C'est vraiment cool pour vrai. Est-ce que c'est... Hey, moi, j'avais une question avant parce que tu as fait tellement le tour des médias pour parler de ton reportage. J'imagine que c'est comme ça que Étienne a eu vent, peut-être, de ton affaire. Est-ce que à force d'aller à la radio pour parler de ton affaire, tu avais l'impression d'avoir une cassette? Ah ben oui, complètement. Genre, tu répétais les mêmes affaires? Ben oui, vraiment. Puis genre, j'avais des formulations qui fonctionnaient mieux que d'autres, puis je les priorisais tout le temps. Là, tu étais devenue bonne, genre. Ouais. Mais ça a valu la peine de répéter cette maudite cassette parce que ça s'est rendu aux bonnes oreilles. J'en reviens pas, c'est tellement cool. Ben oui. Shout-out à Chloé Giroux, la réalisatrice sur le projet, et Carl Lessard qui a monté le reportage. Oui, bravo à vous trois, c'était un très bon. Ça fait comme un bon... une bonne fin à tout au World Tour. Ah ouais. Qui commence cette semaine, hein? Vas-y donc. OK. Je ne sais jamais, on dirait. Visiblement, je suis organisée. OK. Ben, sais-tu qu'est-ce qui est devenu vraiment loser? Se prendre en photo devant la Tour Eiffel. Ah oui, ça c'est vrai. Maintenant, il faut voyager sans montrer qu'on visite des endroits où il y a beaucoup de touristes. Et ça, même si, surprise, surprise, on est nous-mêmes un ou une touriste. Pas besoin d'annuler votre vol pour Rome ou New York, mais évitez quand même de poster une story devant la fontaine de Trevi ou pire, à Times Square. Ouais. Pour se voir remettre le badge de personne cool, il faut plutôt publier des carousels avec des photos de cafés indépendants et une coupe de selfies prises en .5 dans un magasin vintage. Ah, j'ai des feeds d'Instagram en tête, là. Oui, genre, ben, je vois des visages et des personnes et des feeds. là, je suis désolée pour justement les membres de la FADA qui nous ont rejoints et qui ne comprennent pas de quoi je parle. Je vais poursuivre, puis tu sais, hop on the ride, là. C'est pas qu'on n'a pas le droit de visiter les grands monuments, c'est plus que de partager ces moments-là où on côtoie la plèbe. C'est rendu cringe. Le Colisée n'est pas moins impressionnant parce que tout le monde va le voir, il est juste moins cool parce qu'il est connu. Pourtant, les réseaux sociaux ne manquent pas de contenu voyage qui nage dans les clichés. L'affaire, c'est que les cool girls essaient désespérément de s'en différencier et c'est peut-être une affaire de statut social. On veut montrer qu'on s'y connaît mieux que les autres, qu'on peut faire nos recherches et sortir des sentiers battus, qu'on est plus éduqués, plus cultivés que ceux et celles qui se contentent de visiter le Colisée et le Vatican, mais surtout qu'on a l'argent et le temps pour chercher ces espaces-là et y passer du temps. C'est vrai. Faut dire que les réseaux sociaux ont vraiment transformé le monde du tourisme. Avant, on devait acheter le même livre que tout le monde pour visiter une ville ou un pays, puis on le suivait à la lettre. Maintenant, avec les réseaux sociaux et les nouveaux médias, on a accès à des suggestions d'endroits à visiter partagés par des gens qui nous ressemblent ou auxquels on aspire à ressembler. Bref, de plus en plus de gens recherchent à présenter leurs vacances à la fois sous le signe de l'authenticité et de l'originalité, deux affaires qui sont pas toujours conciliables en voyage. Puis un peu aussi de la nonchalance, je sais pas si tu trouves, mais quelque chose de comme Oui. c'est relax, c'est tranquille. Moi, mon but de voyage, c'est pas de faire toutes les attrapes touristes, c'est de comme me déposer à quelque part, une ville un peu reclue en Italie et de comme comprendre le lifestyle. Tu sais? Vivre comme un local. Moi, je suis pas Ouais. un touriste. C'est drôle, je sais pas pourquoi, parce que toute cette réflexion-là m'est venue d'un article que j'avais sauvegardé il y a longtemps qui vient de Mashable, qui est « Est-ce que les réseaux sociaux ont comme rendu le tourisme non cool? Je le traduis librement, là, mais cette idée-là que même si on est touriste, on veut ne pas avoir l'air d'un touriste. Tu sais, il y a aussi beaucoup de vidéos sur TikTok de comme comment les gens s'habillent en Europe, mettons, pour que quand tu es en Italie, par exemple, pour tes vacances d'été, tu aies l'air d'un Italien et non pas d'un Américain en Italie. Les gens ont beaucoup cette obsession-là. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Curieux. Genre le sac banane et la petite casquette, le sac à dos, là, c'est comme ouf. Tu peux pas te permettre de t'habiller comme ça en voyage. Parce que... Mais je pense qu'il y a aussi une notion peut-être justement de crosse avec les touristes. Comme, tu sais, je pense que les gens ont peut-être peur aussi de se faire avoir s'ils ont trop l'air d'un touriste, tu sais.
Ou d'être trop uncool? Ben, je pense que, au-delà du cool, il y a aussi l'idée du surtourisme, là, où des villes comme, mon Dieu, Venise, ont vraiment trop de touristes. Donc, oui, on veut voir les grands monuments, on veut faire comme les highlights, mais je pense que les gens veulent aussi sortir, c'est ça, des sentiers battus, des restaurants, comme tu dis, attrape-touristes, puis vivre. Je pense qu'il y a une volonté aussi de vraiment vivre la vie locale, profiter de l'endroit que tu visites, qui est sain. Mais je pense qu'après, c'est dans l'aspect performativité sur les réseaux sociaux où ça peut devenir problématique, où tu veux pas, justement, montrer que tu es allé à Times Square. Mais, tu sais, Times Square n'est pas moins impressionnant parce que tout le monde va là, tu sais. Tout le monde va là parce que c'est impressionnant. Mais c'est ça. On oublie des fois que derrière les monuments, il y a comme vraiment des affaires cool à apprendre, des choses qui se sont passées qui sont vraiment impressionnantes pour de vrai, tu sais. Mais on dirait que c'est pas là-dessus c'est pas à ça qu'on s'intéresse quand on visite les monuments tant que ça. Est-ce que toi, dans tes derniers voyages, tu as eu de la gêne touristique? Ben, je suis allée au Mexique 2 fois dans les 5 dernières années. Ouais. Puis moi, j'étais jamais allée, puis je jugeais ça, je t'avouerais. Ben, tu disais en intro là, que t'es jamais allée dans un tout inclus, mais j'ai fait ça pour la première fois il y a quelques années. Puis je trouvais ça un peu honteux, honnêtement. Mais pour vrai, j'ai adoré mon expérience. J'ai trouvé ça super le fun de chiller sur le bord de la mer, au chaud. Genre, je veux dire, qui n'aime pas ça? Je pense que ça dépend juste qu'est-ce que tu recherches dans le voyage. Tu sais, si tu recherches le confort ou si tu recherches l'aventure et la découverte culturelle. Oui, c'est vrai. C'est ça que je voulais dire aussi, que comme l'aspect d'aventure est important aussi, mais il y a quelque chose d'intéressant où je trouvais dans la hiérarchisation des goûts, où on veut se placer socialement au-dessus des goûts mainstream. Puis ça, c'est comme quelque chose qui m'intéresse vraiment, cette idée-là qu'il y a des goûts qui sont un peu comme associés à des classes moyennes ou pauvres ou génériques là, au mainstream, puis qu'on veut s'élever au-dessus de ça. On veut pas... Certaines personnes vont être fières de dire, par exemple, qu'ils regardent pas la télé québécoise ou qu'elles vont pas au Starbucks. Ben, hors des raisons politiques, là, mettons, là, qu'on va au café troisième vague. On passe pour des raisons, des fois, environnementales, sociales, de valeur, mais des fois aussi juste parce qu'on veut se détacher des gens qui fréquentent ces endroits-là. Oui, c'est vraiment un marqueur de classe, notre façon de consommer plein de choses, autant la nourriture que comment on s'habille, évidemment, mais les choses aussi qu'on regarde, les endroits où est-ce qu'on est. C'est vraiment intéressant. Puis ça me fait rire que tu mentionnes le fait de se faire prendre en photo devant un monument, parce que c'est une affaire très milléniale, ça, je pense. Moi, ma blonde, elle fait partie de la génération Z, puis à chaque fois qu'on est à quelque part, puis que je suis genre, prends une photo de moi puis mes amis, puis on sourit, et comme, c'est tellement cringe. Mais moi, je trouve ça cringe, puis je suis milléniale. Non, toi, tu veux te faire prendre en photo? Moi, je suis encore là-dedans. J'aime bien prendre la pose pour la photo. Moi, j'aime pas ça, prendre la pose pour la photo. Je veux être genre nonchalante. C'est ça, c'est très de mal. Mais la dernière chose que je voulais aborder à ce sujet, c'était l'idée du tourisme de photo ou aller à quelque part pour se faire prendre en photo. Là, tu sais, on l'a vu avec, mettons, les behind the scenes du Mont Everest, là, où on voyait des gens attendre en file pour se faire prendre, justement, poser en haut du Mont Everest. Puis là, on réalisait qu'il y avait quelque chose de très performatif où on se demandait des fois si les gens allaient vraiment monter le Mont Everest pour se faire prendre en photo ou juste pour le défi personnel. Puis, quand je suis allée à Copenhague l'année passée, j'étais allée à une boulangerie qui est très populaire, que j'avais découvert, je veux dire, sur les réseaux sociaux, puis que quelqu'un m'avait recommandé aussi. Puis quand je suis arrivée là-bas, il y avait une pancarte, puis c'était écrit qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos, mais j'avais vu tellement de photos de cette boulangerie-là en ligne, puis les gens, cette boulangerie-là souffrait de ça. Les gens venaient juste pour se prendre en photo. Il y en a qui consommaient même pas ou qui prenaient genre un petit café, puis ils allaient faire un photoshoot complet, puis là, ça devenait un irritant pour les employés puis les autres clients, là. Pour vrai, je serais tellement curieuse de voir comment on voyagerait si on n'avait pas le droit de documenter notre voyage. Comme ça, clairement, ça changerait toute notre façon de voir ça, je pense, là. Genre, on n'irait pas au même endroit, on ferait pas les mêmes choses. Tout le monde irait peut-être dans le sud, dans un tout inclus. Penses-tu? Non, je pense que je voyagerais quand même, mais tu sais, autant les réseaux sociaux, c'est ça, peuvent nous apporter des découvertes, autant des fois, il faut faire attention à ce que les autres pensent de nous. Crissons-nous-en plus. Je conclue là-dessus. C'est beau. Très moi, comme conclusion. OK. Gab, moi, si je te dis fatigue du swipe, épuisement émotionnel et catfishing, tu penses sûrement à ta dernière expérience sur Hinge. Ah, ça s'est tellement mal passé. Oui. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. Si tu veux te sentir angoissé et rejeté, tu peux aussi te tourner vers la recherche d'un 5,5 dans Rosemont. Ah oui! Mais pour vrai, il faut qu'on se parle du
seul marché qui est rendu plus difficile à percer et tout aussi personnel que celui de l'amour, le marché locatif. C'est justement où il y a quelque chose qui va bien au-delà de la simple entente de location qu'on se cherche un logement à Montréal depuis quelques années. Il y a quelque chose qui relève littéralement de la séduction. Oui, c'est de la date. C'est comme le marché du travail. Ben, pour On vrai, s'en reparle. vraiment. Oui. Je sais pas toi, mais moi, la dernière fois que j'ai fait une visite d'appartement, j'ai planifié mon lavage de cheveux en fonction de la date de la visite. J'ai préparé une liste de bonnes questions à poser et j'ai pensé trop longtemps à ce que je portais. C'est tellement ton genre. Ouais. Pour vrai, j'avais l'impression d'aller sur une date, puis avec le recul, je trouve ça troublant d'avoir mis autant de stratégies en place pour répondre à un besoin qui est si bas dans la pyramide de Maslow. Imagine si notre look, puis à quel point on vibe avec notre épicier, ça nous permettait d'avoir accès à des nouvelles allées à l'épicerie avec des meilleurs produits plus sains et nutritifs. Ça a C'est un l'air... défi que je voudrais relever. Toi, Gab, honnêtement, tu magasines déjà dans ces allées-là. Oui, c'est ça, mais imagine si je pouvais en avoir d'autres. Mhm. Hey, j'arriverais grimée C'est sûr. à l'épicerie. Ouais. Mais pour vrai, ça a l'air extrême dit de même, mais la crise du logement, c'est un peu ça. L'offre est si petite puis la demande si grande qu'il y a comme une hyper-curation des locataires qui recrée un petit peu la notion de ligue dont on parle dans le monde du dating. Puis là, ça se rajoute à une hiérarchisation des locataires qui défavorise déjà les personnes racisées, les personnes queer, les parents, et j'en passe. Et j'aimerais profiter de l'occasion pour plugger notre excellent micro-mag sur les oubliés de la crise du logement. On a fait tellement un beau reportage photo avec notre collègue Chloé Giroux l'année dernière sur la discrimination au logement. Allez voir ça. Bref, c'était la plug. Mais en tout cas, c'est une violence qui existait vraiment avant la crise du logement, mais il me semble qu'on parle pas assez de la vulnérabilité douloureuse à laquelle les locataires s'exposent quand ils doivent se vendre sans relâche à des inconnus qui, en plus de littéralement juger leur situation économique, peuvent se baser sur un vibe check tout à fait subjectif, ce dont un locataire a l'air, comment il s'exprime, qu'est-ce qu'il porte, puis lui dire l'équivalent de « Hey, désolé, il y avait comme pas la petite étincelle que je recherche. » Ah, vraiment, c'est pas toi, là, c'est juste pas ça que je recherche. C'est pas toi, c'est juste que, genre, t'es pas habillé comme le locataire que j'aimerais avoir en bas de chez moi. T'as déjà dit ça à une date, toi? Genre, hey, vraiment, c'est pas toi, mais tu sais, c'était lui. Ben évidemment, c'est très personnel. Ouais. Tout est personnel. Mais c'est ça, moi, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir besoin de vendre ma personne dans ma dernière visite de logement, puis c'était comme... Moi puis mon frère, on se faisait comme un petit meeting, parce que j'habite avec mon frère, un petit meeting pré-visite, puis on était comme, si on dit ça, si on dit pas ça, si on dit ça. Genre, on dit pas qu'on a une amie qui veut qu'on garde son chat occasionnellement. On dit pas qu'on a une nièce de 3 ans qui va venir à l'occasion. On dit, par exemple, que, ben, on a des emplois stables, on a aussi des parents qui ont un emploi stable. Vous êtes tranquille, que oui, vous êtes très studieux. On n'a pas d'amis, on sort pas vraiment, puis non, on dort beaucoup. On n'a pas de blender. Non, c'est ça. Mais je trouve tellement que c'est rendu une game de, c'est ça, de cruise quasiment, tu sais. Puis j'ai ce rapport-là avec mon propriétaire, j'ai l'impression où est-ce que quand il vient, mettons, chez nous réparer quelque chose, je suis comme, je fais le ménage, puis comme je veux vraiment qu'il m'aime, parce que je voudrais vraiment pas qu'il décide que... T'es Vince. Ouais. C'est troublant, non? OK, mais moi aussi, j'ai déjà fait cette comparaison-là, c'est ça, je disais tantôt, avec le marché du travail à l'heure actuelle, il y a comme plus de gens qui cherchent que de gens qui offrent. Oui. Fait qu'avec cette débalance-là, on en vient à une espèce de game de séduction bizarre où tu te bats contre trop de gens pour un même poste. Puis quand tu vas en entrevue, tu veux tellement... Tu sais, les gens, ils font leur CV en fonction du poste. Ils vont ajouter du monde sur LinkedIn pour avoir la job, écrire des messages personnalisés. C'est rendu super intense. Ouais. Puis... Tu sais, je trouve que la responsabilité tombe un peu dans la cour des employeurs, dans le cas de ton exemple, ou des propriétaires, en mode comme, pour vrai, c'est-tu nécessaire? Je sais pas, toi, même moi, les dimanches, là, des fois, je croise des fils de comme 38 personnes qui visitent le même logement. Comme, c'est-tu nécessaire de convoquer 38 locataires pour visiter ton logement? Ben, c'est parce que là, c'est rendu, c'est pas les auditions d'OD, là. Ben, c'est ça. On dirait que ça fait audition. C'est tellement ça! C'est genre 38 personnes, il y aura pas... Tu sais, la 37e n'a aucune chance, là, à moins qu'elle soit comme méga aisée. Je sais pas. C'est comme à quel point tu as besoin d'avoir du choix? Ben, comme, oui. Peux-tu juste convoquer les 5 premières personnes? Puis, OK, peut-être là-dedans, choisir la personne avec qui tu vibes le plus, mais comme, tu crées plein de faux espoirs, puis c'est ça qui contribue, en fait, à la crise un peu, là. Puis de la perte de temps, là, aux gens qui se déplacent, puis qui viennent, c'est pas respectueux du temps des gens. Fait que, on le sait que c'est personnel, OK? Oui, on sait que c'est personnel. On sait que c'est tout à fait personnel. Moi, imagine, avec 2 chiens et un enfant, je pourrais jamais me relocaliser. Oh mon Dieu. Je pense, genre, oublie ça, là, je sais pas. Mais pour vrai, là, ça me stresserait en ce moment de devoir changer d'appartement si j'étais pas la personne pleine de privilèges que je suis. Et qui a quand même vrai, plus que l'enfant, les chiens. Impossible de trouver un appartement maintenant qui veut les chiens. Ouais. C'est vraiment difficile. Il n'y a rien de réjouissant là-dedans, désolée. Ben non. Mais là, je pense que
c'est le moment où on accueille une de nos collègues. Là, cette semaine, c'est fini les entrevues entre nous. On appelle à la barre notre collègue Salomé qui vient nous parler de sa semaine très excitante à visiter des salons de pompes funèbres. On enregistre aujourd'hui, puis c'est genre la journée la plus déprimante du monde. Il pleut intense. Il fait extrême gris. Salut! Oui. Allô, Salomé, merci d'être là. Salomé qui a un sujet tellement nice et intéressant cette semaine. Oui, c'est ça, tu es allée rencontrer des gens qui trippent sur la mort. Oui, je suis allée rencontrer une directrice funéraire, une thanatologue et une directrice au service funéraire qui, elle, est comme une gestionnaire essentiellement dans un complexe funéraire. Est-ce qu'ils t'ont dit pourquoi ils ont choisi ces métiers-là? Oui. Ben moi, on dirait, je sais pas vous, là, mais quand je m'imagine comment les gens sont entrés dans ce milieu-là, je me dis que c'est des personnes qui avaient nécessairement un intérêt pour le macabre ou que c'était une tradition familiale de travailler dans ce milieu-là. Mais finalement, pas du tout. Là, j'ai rencontré, par exemple, la directrice funéraire que j'ai rencontrée. C'est une jeune vingtenaire super pétillante, puis elle était au cégep, elle cherchait une job étudiante, puis ça lui tentait pas de travailler dans une pharmacie ou dans une épicerie, puis elle était curieuse. Fait que c'est comme ça qu'elle est entrée là-dedans, tu sais. C'est tellement drôle d'affaire. Ouais. C'est vrai que généralement, c'est de génération en génération. Moi, les seules personnes que je connais dans ce milieu-là, c'est des personnes que ça fait genre plusieurs générations que leur famille est dans ce business-là. T'en connais? Oui, j'en connais. Ah oui, c'est rare quand même, on dirait. Oui. C'est comme l'émission de Six Feet Under là, qui avait vraiment marché un temps là, dans les années... C'est comme une des premières séries que HBO avait produit qui était comme une bonne série télé. Tu sais, le début de la bonne télé, genre, en tout cas, Gab a c'était toujours des famille, refs que j'ai pas. Ben, c'est très gênant. c'est notre différence d'âge, je pense. Sérieux. Est-ce qu'on parle assez de la mort? Tu trouves, Salomé? C'est-tu encore vraiment tabou? Qu'est-ce qu'ils en pensent, eux autres? Ben, ça semble assez unanime. Elles pensent toutes qu'on ne parle pas assez de la mort, en fait. Puis ça semble être un problème dans le deuil, en fait, quand on parle pas de notre propre mort avec nos proches ou qu'on parle pas avec nos proches de la mort, ben ça peut rendre le deuil beaucoup plus difficile à accepter, mais aussi, tu sais, c'est... Par exemple, quand on parle pas de ce qu'on veut qu'il nous arrive par après, puis qu'on discute pas des arrangements, ben ça peut créer des conflits dans la famille, tu sais, puis ça peut mettre aussi un poids sur les proches supplémentaires dans le deuil de devoir organiser tout ça, tu sais. Fait que, oui, puis tu sais, justement, c'est toutes des personnes qui, je veux dire, en parlent tous les jours, puis il y en a aucune d'entre elles que j'ai rencontrées qui a peur de la mort. Ouais, elles sont toutes super à l'aise avec ça. OK. Mais je pense que les gens font de l'évitement. Ouais. Tu sais, comme les personnes évitantes, dont on parle toujours sur TikTok, comme dans les relations, mais avec leur propre mort, c'est ça. Tu veux tellement pas y penser que tu vas mourir que justement tu décides rien pour tes funérailles, puis là, ta pauvre famille qui est en deuil doit se taper ça. C'est ça, mais c'est pas facile d'en parler, mais en même temps, c'est inévitable. Puis c'est une drôle d'affaire aussi que on a tant de difficultés à en parler parce que c'est quelque chose vraiment qui va tous nous arriver, mais aussi qu'on vit tous, là, on vit tous des deuils. Fait que, ouais, c'est une drôle d'affaire. Moi, j'ai récemment, encore une rêve que vous n'aurez pas, là, mais je suis allée voir la pièce de théâtre expérimentale, Pleurs à l'espace libre, puis que ça riait beaucoup de... C'était très humoristique, là, ça riait beaucoup des rituels funéraires weird. Fait que, tu sais, les espèces de malaise qu'on peut avoir au salon funéraire où, genre, tu dois serrer la main de 25 personnes que tu connais pas, t'as les yeux gonflés, ou genre... le moment où il y a quelqu'un qui chante puis c'est malaisant. Est-ce que ces filles-là côtoient beaucoup ça? Est-ce qu'ils sont capables de comme rendre ça le fun? Je sais pas. Oui, ben elle me disait que, premièrement, ben, tu sais, quand on pense à des funérailles, on pense toujours à soit une funéraille dans une église ou dans un salon funéraire comme ce dont tu parlais. Le long malaise. C'est ça, que tout le monde est habillé en noir, que c'est triste. Mais tu sais, les gens connaissent pas toutes les possibilités qui s'offrent à eux pour des funérailles. Par exemple, on peut demander aux personnes de s'habiller de manière colorée. Memoria, ils ont une succursale à Laval. Un centre funéraire. Qui est une compagnie de complexe funéraire. Ils ont une succursale à Laval où ils ont un jardin où les funérailles peuvent prendre place dans la nature, dans un boisé. Tu peux avoir des musiciens, tu peux sortir, faire voler des papillons, des colombes. Ça peut être... c'est pas nécessairement quelque chose qui a besoin d'être sombre. T'sais. Moi, c'est drôle, mon grand-père, il était scaphandrier. Puis quand il est décédé, on a acheté une espèce de boîte qui peut se dissoudre dans l'eau. C'est comme un carton, mettons, qui fond dans l'eau. Puis les cendres étaient là-dedans. Puis on est allé au Bic, où est-ce qu'ils ont habité longtemps. Puis on l'a juste déposé sur l'eau. C'était super symbolique, c'était beau, c'était comme tout doux. Il n'y avait rien de
dark puis de comme trop triste là-dedans. Fait que, ouais, on peut vraiment se réapproprier les rites Ben, c'est ça, funéraires. puis même ce qui arrive avec notre corps après un décès, c'est pas obligé, tu sais, nous on pense à la crémation et l'inhumation, mais il y a d'autres options, là, tu sais. On peut, il y a des espèces de boîtes où est-ce que, dans le fond, tes cendres sont mélangées à la terre, puis tu peux faire pousser un arbre, là. Tu peux, il y a des, tu sais, toi, tu disais que c'était comme une boîte pour l'eau, il y en a pour le sable. Tu sais, il y a plein d'options auxquelles on pense pas, mais c'est ça. C'est fou. Ça m'intéresse. Ça rend le dans tout ma tellement- famille. Oui. L'aspect terre m'intéresse, si jamais je décède demain. L'aspect terre. Ah, faudrait faire pousser de la luzerne avec des sons. Ah, des micro-pousses! Et vous les mangez, vous vivez un grand malaise. Hey, ils font quoi avec la thanatologue principalement, j'imagine, là, qui est le métier, je pense, qui s'occupe du corps, principalement. Qu'est-ce qu'ils font avec les cas difficiles, genre un suicide ou un accident d'auto? En as-tu parlé? Tu veux dire émotionnellement? Oui, ou... comment qu'elle reçoit ça? Parce que tu sais, c'est différent de recevoir une personne âgée puis la remaquiller puis recevoir quelqu'un qui a comme la face défoncée. C'est ça. Ben, tu sais, de ce que celle que j'ai rencontrée, ça fait 19 ans qu'elle fait ça. Donc, elle est rendue habituée. Puis c'est sûr qu'elle me disait que des fois, il y a des situations qui sont plus difficiles que d'autres. Par exemple, tu sais, elle me disait qu'il y avait un cas qui l'avait beaucoup marqué, puis c'était son premier féminicide. Puis elle disait, tu sais, à l'école, on nous prépare à des décès de bébés, on nous prépare à des meurtres, mais il n'y a rien qui nous prépare à un féminicide parce que c'est un crime qui est souvent extrêmement violent, puis qui est perpétré par le mari, l'amoureux de la personne, de la femme. Fait que c'est comme la personne en qui elle a le plus confiance. Fait que, tu sais, elle me disait ça a été vraiment difficile pour elle. Ou, tu sais, des fois, quand c'est des jeunes, là, c'est plus tough. Mais honnêtement, de ce que j'en comprends, c'est des personnes qui sont capables d'avoir un bon équilibre dans leur travail puis de pas être trop affectées par ce genre de trucs-là. Tu sais, elle me disait, moi, je peux, pendant que je m'occupe d'un corps, tu sais, je vais penser à n'importe quoi comme n'importe qui. Je vais penser au fait qu'il faut que je tourne mon gazon, tu sais. Et ça, c'est Fait que quand c'est même comme... fou. Mais c'est un travail... Tu sais, nous, on trouve ça tous vraiment spécial, mais pour eux, c'est un travail comme un autre. Tu sais. Ça prend un tempérament quand même. Je sais pas si on considère que c'est comme dans la relation d'aide comme travail. Parce que, tu sais, la personne est morte. Est-ce que tu l'aides? Est-ce que oui? Ben, en tout cas, les directrices funéraires, c'est de l'accompagnement, c'est du soutien, c'est ça qu'ils font, tu sais. C'est fou parce que moi, je pense pas, pantoute à ça, on dirait que je pensais que c'était du monde qui faisait juste organiser un petit get-together puis qui rentrait chez eux. Je sais pas. Des party planners. Ouais, c'est ça. En tout cas, fort intéressant. On va aller lire ça sur le site d'Urbania avec Ouais. grand plaisir. Oui, merci. Merci, Valérie, d'avoir été là. Hey, dernier contenu enregistré. Oui! Tu y vas, ma brave? Oui, je peux faire ça. OK. Dans le fond, moi, Gab, cette semaine, j'ai rien à te faire écouter ou à te montrer, mais j'ai un compte Instagram à te faire découvrir. Oui. Il s'appelle, sortez vos calepins, Girls Carrying Shit. Et je l'ai découvert grâce à mon amie Mylène qui l'a tagué dans sa story la semaine passée. Je te lis la description de la page, c'est ma traduction libre. Après des millénaires sans poche, les non-hommes ont développé des stratégies innovantes pour transporter leurs bagosses. Fait qu'en gros, c'est juste des photos de filles qui tiennent une bouteille d'eau, leur clé, 2 pommes, puis comme du gloss dans la même main. Oui, mais j'ai déjà vu C'est très drôle. ça, c'est vraiment drôle. En plus, c'est aussi... quand tu deviens mère, là, je dois dire, tu développes ces skills-là, mais avec tout ton corps. Fait que là, tu deviens capable d'avoir tout ça dans une main, plus un bébé, plus le sac à couche, Hey. plus... Tu sais, c'est fou, c'est tout ce que je peux transporter maintenant. C'est très féminin comme affaire. Ouais, vraiment. C'est impressionnant. Allez voir ça, Tu sais, ça vaut le détour. en tout cas, oui. Moi, c'est soft quand même aussi. Mon contenu enregistré est très court cette semaine. C'est, voyons, la personne influenceur Ryan Sullivan qui a croisé une auto dans la rue puis qui lit les autocollants qui sont sur la voiture. Puis moi, je suis vraiment une fan de l'autocollant poche d'auto, là, je dois dire. Oui. Alors, je te fais écouter. Jésus est mon chemin. Attends. Le Saint-Esprit me conduit. Là, vous voyez pas, OK, mais c'est comme des immenses autocollants écrits en lettres attachées roses et mauves avec des cœurs. Wow. Fait que derrière son auto, c'est « Le Saint-Esprit me conduit ». Le Wow. Saint-Esprit me conduit, c'est quand même bon. Bon jeu de mots. Je trouve que c'est vraiment un statement d'avoir mis ça sur ta voiture. Ben oui, moi, je faisais partie des familles très cringe quand j'étais jeune où on avait tout un petit sticker de nous, genre, tu sais, les papas, maman. Ah les oui, enfants. j'ai un voisin qui est ça. C'est tellement gênant. Mais je pense que c'est tout pour aujourd'hui, là. Ben oui, si vous avez aimé ça, vous savez quoi faire. Likez, partagez et abonnez-vous pour ne jamais rater un épisode.
Puis pour plus de conversations éclairantes, d'histoires surprenantes et de rencontres extraordinaires, abonnez-vous au Micro-Mag Urbania. C'était Gab et Flo. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Bye bye.